Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour le point de l'actualité. Canal 3 Bénin vous informe. Le point de l'actualité en deux grands dossiers à ce 13h. Voici les titres. Citoyens et policiers se mesurent et se défient à travers ingéniosité et imagination. Les premiers pour contourner le cordon sanitaire sécuritaire établi dans le cadre de la circonscription de la pandémie du coronavirus au Bénin et les seconds pour les en empêcher. C'est le jeu du chat et de la souris entre Ouéghbo et Tori. À Siongmo Kaya, Siongmo nous fera le point. Pendant ce temps, les aides affluent au chevet du Bénin dans sa détermination à lutter contre le coronavirus. La structure internationale Admond GIZ, présente au Bénin, s'est inscrite hier sur la liste des donateurs, équipements médicaux et apports techniques à l'endroit des spécialistes locaux de laboratoire. Nous allons défaire les colis tout à l'heure. Et puis on connaît depuis hier à quoi ressemble le spécimen du bulletin unique de vote pour le rendez-vous du 17 mai prochain. Un tirage au sort a tenu hier. Un tirage au sort hier fait place en tout cas au logo du bloc républicain en tête, suivi des autres qui forment ce qu'on doit dire une constellation et un achalandage de couleurs au mieux à découvrir dans un instant. J'ai toujours un profond plaisir de partager l'information avec vous. Bienvenue. L'esprit derrière est bien futé. Trouver des issues de contournement de la barrière sécuritaire et sanitaire entre la partie du Bénin jugée à haut risque et le reste dans la lutte contre le coronavirus. Les citoyens multiplient au quotidien ingéniosité, imagination, prétextes et techniques entre Ouéghbo et Toribo-Sito. C'est pour échapper à la vigilance des forces de l'ordre qui, elles aussi, doivent actualiser chaque matin leurs sources d'information pour mieux contrer l'incivisme. Dans cette droite ligne, le coup de main ô combien précieux des élus locaux et communaux, la conscience citoyenne à la merci d'un jeu du chat et de la souris. C'est un reportage constat de Siongmo Kanya. Nous sommes ici, aucun véhicule ne peut passer et tout autour de nous, on voit des véhicules qui sont stationnés, des chauffeurs et des passagers qui ont été surpris, qui devraient se rendre dans le zoo. Maintenant, moi je suis passé hier, je me retourne maintenant, mon véhicule est vide. Mais on m'a dit que je ne vais pas passer, que je ne vais pas passer. J'ai laissé les enfants à la maison, ma femme à la maison depuis hier. Je vais manger quoi? J'aurais appris aussi que devant là-bas aussi, ils ont aussi bloqué la voie là-bas. Et dans la brousse quelque part là, avant d'arriver sur le carrefour de Massy là, il y a aussi les agents là-bas. J'ai dépensé maintenant 2500 maintenant pour le ZEM. J'ai pris par cette voie pour chercher les moyens, je n'ai pas trouvé. J'ai aussi pris par autre voie pour chercher, je n'ai pas trouvé. En réalité, ce chauffeur rencontré au niveau de cette barrière mise en place ici, dans la localité de Sekoué, la partie nord du département de l'Atlantique, fait économie de vérité. Ces explications nous amènent sur la piste des voies de contournement auparavant empruntées et qui s'enfoncent dans la brousse. Et nous voici ici dans la commune de Tofo sur ce sentier et d'autres, très tôt bouclés par une équipe mixte de policiers et de militaires. Nous sommes dans toutes les localités de la commune. Nous sommes partout où la barrière est posée pour sensibiliser, pour surveiller les gens qui fraudent, les gens qui préparent des issues. Nous essayons de boucher les issues de jour en jour. Parce que de Tofo à Lada, il y a trop d'issues. On n'arrive pas à les contrôler. Il y a beaucoup de résistance. Le dispositif a l'air d'entraver les travaux champêtres d'honnêtes habitants de la localité de Tofo ayant leur terre dans les environs de cette gare. Les autorités communales ont tout fait de mener alors des démarches vers les forces de sécurité. Et ceux officiellement identifiés comme autochtones vaquent librement à leurs occupations. Nous, les autorités, on est descendus, on est venu rencontrer, et nous on est venu rencontrer les responsables, on leur a dit d'autoriser au moins les paysans à aller au champ parce que au moins ça là, il faut quand même autoriser ça. C'est le champ pour la commune de Tofo. Au nord et au sud-ouest de ce cordon, d'autres chemins existent comme ici à Tokpadomain, où le lac Kaémé sépare la commune de Kpamassé
de la localité de Possotomé, commune de Bopa, où brille de l'autre côté l'usine de la Société béninoise de brasserie. Ce chemin fluvial est donc sous contrôle des forces de sécurité et de défense qui y font des rondes régulières en collaboration avec la population. Ceci pour empêcher le moindre passage. Les policiers et les militaires viennent souvent parer ici. Ceux qui se rendent de l'autre côté, ce sont les habitants d'ici. Quelqu'un venant d'ailleurs ne pourra passer et nous signalons automatiquement tout passage aux forces de sécurité qui viennent le chercher pour subir des tests à l'hôpital. Personne ne franchit clandestinement ce lac. À Agbanto, frontière entre l'Atlantique et le département du Molo, où la nuit nous surprend, le bouclage est tout aussi impressionnant. Pas d'entrée ni de sortie du cordon sanitaire, sauf pour les véhicules transportant des marchandises et des produits. Des mesures appréciées par nombre d'acteurs. Si les pays qui nous entourent ont fermé leurs frontières, il fallait simplement mettre en place un cordon sanitaire. C'est-à-dire les endroits où le risque est grand, on met un cordon sanitaire pour, n'est-ce pas, contenir les velléités donc de cette pandémie qui fait aujourd'hui, qui défraie la chronique. Et donc pour moi, c'est de très bonnes mesures, et des mesures bien pensées. Il ne suffit pas de dire il faut aller au confinement pour confinement. Non, le chef de l'État avec son équipe, ils ont bien réfléchi sur la question et ils ont sorti des décisions fortes qui retiennent aujourd'hui l'attention. La protection des villes et localités les moins concernées par le Covid-19, la sensibilisation sont parmi tant d'autres motifs qui ont amené le gouvernement à instaurer le cordon. Merci à Asiongo Kanyi Asiongo. Ils sont unanimes à la Fondation Malekhossou au sujet des 4 ans de gestion de Patrice Talon, de même qu'en ce qui concerne son contrôle de la pandémie du coronavirus au Bénin. Tout est bien fait sur les 2 points. Il n'y a peut-être que le civisme engagé total des populations qui fait défaut. Et là-dessus, les membres musulmans et non musulmans ont appelé à un respect et à l'observance des gestes qui sauvent. Voici un bout de leur déclaration, coupée ici par Clément Tchadé sur des images d'Elvis Tonoukwai. En ce qui concerne le ministère de l'Énergie, depuis plusieurs mois, il n'y a plus de coupures intempestives et l'électrification rurale dans presque toutes les villes de nos départements devient une réalité. En parlant du ministère de l'eau et des mines, vous n'êtes pas sans savoir que l'eau potable est désormais présente dans 80% des villes du Bénin. Du côté du ministère des Infrastructures et des Transports, la première phase d'asphaltage est en cours dans toutes les grandes villes du pays et les travaux du pavage des voies qui ne font pas partie du projet d'asphaltage sont également en cours. D'ici 2021, les gens apprécieront mieux les efforts du président Patrice Talon dans ce domaine. Par rapport au ministère de l'Enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur, les apprenants ont pu finir leur cursus sans qu'il n'y ait de grève et l'enseignement de l'anglais à l'école dès le primaire. Pour le ministère du cadre de vie et du développement durable, nous félicitons le gouvernement pour avoir accepté de prendre en compte l'entretien des voies et l'assainissement de la ville de Cotonou. Concernant le ministère de l'Agriculture, nous avons constaté que les producteurs de coton sont allés jusqu'à 500 tonnes, sans oublier l'installation de plusieurs usines de transformation de nos produits sur place. Il est à souligner que notre diplomatie est en marche dans la mesure où notre pays est désormais respecté sur le plan international. Grâce au savoir-faire des magistrats de la Criette, le taux de corruption diminue petit à petit. Sur le plan financier, notre pays a reçu beaucoup de subventions extérieures, ce qui a conduit à une
augmentation du taux de croissance économique du PIB qui est désormais de 6,7%. Nous avons constaté que les crédits accordés aux femmes, qui étaient de 2 milliards par le passé, est passé à 10 milliards. Nous déduisons donc aisément que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de réussir son pari sur tous les plans. La Fondation Maleh Hossou félicite encore le gouvernement qui ne cesse de nous émerveiller. Concernant la lutte contre le Covid-19, la Fondation Maleh Hossou a installé des banderoles contenant des messages de sensibilisation à l'égard des populations. Nous avons également décidé de louer des voitures équipées de haut-parleurs pour sillonner les rues de Cotonou et distribuer des masques et des gants à une partie des plus démunis de la population, aux agents de la force républicaine en mission dans les zones à risque qui couvrent le cordon sanitaire. Voilà pour donc les actions envisagées par la Fondation Maleh Hossou. Chacun y apporte de sa pierre. La GIZ, c'est une structure internationale allemande présente au Bénin, a désormais son nom inscrit en lettres d'or sur la liste des bons cœurs venus au secours du Bénin dans sa lutte contre le coronavirus. Elle a fait don hier d'un important lot d'équipements médicaux suivi d'un apport technique à l'endroit des spécialistes locaux de laboratoire diagnostic. Ali Moumouni et Moufid Sabouron. Ces 3 experts sont au Bénin depuis le 8 avril dernier. Ils sont des spécialistes allemands dépêchés au Bénin à la demande du ministère de la Santé pour renforcer les capacités de ceux nationaux pour une prise en charge plus efficiente des patients de la COVID-19. Nous avons travaillé sur la détection du coronavirus. Nous avons aussi installé un nouveau système pour le test et une nouvelle machine pour optimiser le processus de diagnostic lié à l'évaluation du développement de la capacité humaine à lutter contre le coronavirus. Cette formation des spécialistes béninois est une action de la GIZ pour accompagner le Bénin dans sa stratégie de lutte contre la COVID-19. La République fédérale d'Allemagne a également offert au Bénin des kits de tests et du matériel de laboratoire d'une valeur de plus de 26 millions de francs CFA. De pouvoir être ici ce matin ensemble avec vous, parce qu'en tant que partenaire, on fait tout ce qu'on peut pour nous aider dans une situation qui nous affecte communément. Selon l'ambassadeur de l'Allemagne au Bénin, ce geste n'est qu'une partie de ce qui est prévu pour accompagner le gouvernement béninois. Dans les prochaines semaines, des kits d'extraction, un dispositif de détection et d'autres équipements de tests de coronavirus seront envoyés au Bénin. En fait, c'est le signal en fait, de la bonne relation qui existe entre nos deux pays et qui doit pouvoir se perpétuer. Nous avons reçu un lot de matériel vraiment assez essentiel pour nous. Du matériel de diagnostic qu'il nous fallait et qui sont arrivés, je dirais, à bon moment. Et nous sommes très heureux que le gouvernement ici agit de manière fort prudente, prévoyante et fait tout vraiment ce qui est dans ses possibilités pour protéger pas seulement le peuple béninois, mais aussi nous qui nous vivrons ici ensemble avec vous. De plus, la coopération technique allemande au Bénin, la GIZ, à travers ses différents projets et programmes, entend réorienter ses ressources pour la riposte contre la COVID-19. Un montant estimé à 3,41 millions d'euros qui servira à financer les différentes activités du gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus au Bénin. Merci. On connaît depuis hier à quoi ressemble le spécimen du bulletin unique pour le vote du 17 mai prochain. Il y a le logo des 5 partis politiques autorisés à passer la course, organisé en constellation pouvant tenir sur une moitié de papier A4. Peu digeste forcément selon certains, mais c'est surtout l'innovation qui a imposé à chaque parti politique de tirer au sort une valeur de la démocratie en lieu et place de la formule ancienne des numéros qui a retenu à cette occasion-là l'attention. Ulrich Gaba et Henri Ganti. Les 5 partis en lice pour les prochaines élections communales et municipales ont tous répondu présents
à l'appel de la Sénat. Pour cette séance consacrée au positionnement des logos des partis politiques sur la maquette du bulletin unique, une innovation est introduite dans le processus. En lieu et place de la numérotation habituelle, chaque casier est baptisé. Entre fraternité, égalité, tolérance, paix et liberté, chaque parti devra tirer une valeur au sort. L'innovation de la Sénat a curieusement attribué à FCBE la position de la paix. FCBE a occupé la position de la paix que vous allez voir, c'est en bas du bulletin. Et donc ce que nous souhaitons pour ce pays, effectivement, c'est la paix, que nous puissions, disons, évoluer dans la culture de la paix et travailler au développement de notre pays. J'occupe la position, la liberté, qui est comme par hasard au-dessus, que je pourrais qualifier de numéro 1. C'est moi qui le dis. Donc je suis très satisfait de la position que le Bloc républicain a occupée. Nous devons prôner la liberté comme la paix, la fraternité, l'égalité, tout ça là. Donc tout est lié. Elle dit que le PRD a eu la position de la fraternité qui conduit indubitablement à la paix. Vous savez que c'est les valeurs que le PRD a toujours véhiculées, la paix, la fraternité. Donc ce que cela nous inspire, ça nous inspire simplement qu'il n'y a pas le hasard dans la vie. L'Union progressiste est à sa place, à la bonne place. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu mettre des chiffres pour pouvoir nous classer, mais nous pensons honnêtement que nous sommes dans notre bonne position, surtout la position de l'égalité. L'Union progressiste, c'est ce parti que vous connaissez, qui est un parti qui prône en réalité la social-démocratie et donc l'équité, l'égalité dans tout ce que nous faisons dans le pays. L'UDBN a choisi la tolérance. C'est une valeur que l'UDBN véhicule depuis toujours, vous voyez. Donc nous avons choisi cette valeur-là que nous allons continuer à véhiculer dans le pays. Et également, vous savez que nous véhiculons la valeur qui est la paix également. Donc tolérance et paix ensemble, vous voyez que c'est une très bonne chose. Au terme de la séance, les partis politiques ont signé le procès-verbal pour confirmer la légalité et la crédibilité de l'exercice. Ils s'engagent par ailleurs à promouvoir les valeurs qu'incarnent leurs casiers respectifs. Merci à Ulrike Gaba. Deux sujets au menu des échanges sur Actu Matin aujourd'hui. Dans sa séquence, forum de discussion. Les élections communales et municipales maintenues au 17 mai prochain et la perspective d'une campagne électorale essentiellement médiatique. Et c'est Joël Ataï-Gadegbe, spécialiste des questions électorales, qui a répondu aux curiosités de Christian Adandedjan et d'André Dossa. L'expert a parlé entre autres de défis à relever par la Sénat, surtout dans un contexte marqué par la crise sanitaire. Voici une sélection de ses propos phares tenus ce matin. Une sélection, disais-je, faite par Tidi Goudala. Les dispositions actuelles disent qu'on serait à plus de 10 ensemble quelque part. Et bon, donc on aura des fils de 10 mètres de long au minimum. Et dans une cour d'école, ça va commencer à coincer. Et puis ceux qui auraient fait le déplacement et auxquels on demanderait de rester, ben, ça va créer un autre attroupement. Et ça va créer des incompréhensions. On n'a déjà pas assez de force de l'ordre. Il va falloir en déployer simultanément dans tout le pays, le même jour, au même instant. C'est un gros défi logistique. Donc, même si le matériel, on en dispose, même si le personnel supplémentaire, la Sénat pourrait le recruter, il y a le comportement des électeurs et c'est pas gagné. Et vous voyez, les partis politiques, par exemple, n'ont pas été amenés à travailler sur le logiciel d'enregistrement des candidatures. Normalement, il faut des répétitions dans un processus électoral, dans la préparation. Mais on n'aura pas ça. Dans la formation des agents électoraux, qui sont au moins 45 000, la Sénat n'a jamais distingué. Tout en respectant les mesures de prévention. On ne va pas. Déjà, en temps normal, la Sénat avait du mal à former moins de 50 personnes à la fois. C'est ce qui est indiqué pédagogiquement. Avant, c'est des classes de 200 apprenants. Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Est-ce qu'on va avoir plusieurs séances? C'est ça les défis logistiques. C'est vrai, on a moins de partis en jeu. Et ça, c'est une chance. Mais il faut imaginer un format qui permette d'expliciter l'offre électorale.
que l'électeur qui reste à la maison, il trouve son compte. Les radios de proximité étaient plus ou moins tenues hors de la campagne médiatique avant. Donc, il faut les réintégrer, les former davantage aux exigences déontologiques en temps de campagne, en temps d'élection. Donc, la HAC, même en temps normal, avait déjà du mal à faire ce travail-là. Donc, elle en rajoute. Et il faut maintenant de la créativité pour avoir des débats dignes de ce nom-là. Ça pourrait être le petit plus que la HAC amènerait. Et imaginez créer des débats thématiques où les uns et les autres en arrivent à nous situer sur ce qu'ils proposent pour le développement local chez eux. Et, il est dommage qu'on force un peu les choses. On a quelques mois pour mieux maîtriser la pandémie du corona. On est manifestement sur la bonne voie au Bénin, mais il faut consolider. Et tout ça, chacun sait que la levée du confinement ou des mesures peut créer un autre pic. Enfin, je ne vais pas rentrer... Je ne vais pas être oiseau de mauvais augure, mais faisons les choses une par une. Ça, c'est venu s'imposer à nous. L'avis du spécialiste des questions électorales, Joël Ataï-Guédébé, ce matin, sur Actu Matin. Maintenant, intéressons-nous à ce que pensent les acteurs politiques de la proposition assez inédite de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, au sujet du déroulement de la campagne électorale. L'institution chargée d'organiser le scrutin a fait envisager l'option d'une campagne électorale essentiellement médiatique pour éviter d'en rajouter à la propagation du coronavirus au Bénin. Clotaire Oloïdé, candidat à ces élections et membre du bloc républicain, y voit une aubaine qui renforce le projet de révolution du paysage partisan béninois et surtout l'extraction de l'argent du jeu politique au plan national. On va le suivre. En période de campagne, ce qui est attendu des acteurs, c'est que les uns, c'est-à-dire les candidats, aillent au contact des autres, les électeurs, pour présenter leur projet de société, pour expliquer ce qu'ils auront à faire au cas où les électeurs leur accorderaient leur suffrage. À partir de ce moment-là, c'est vrai, puisque c'est une élection de proximité surtout, l'idéal aurait été que le contact fût direct. Mais même sans qu'il y ait le contact direct, des messages peuvent passer. Parce qu'il y a plusieurs canaux pour faire passer des messages. Alors aujourd'hui, on est contraint à utiliser uniquement les canaux médiatiques. Il s'agira, comme je l'ai dit tantôt, de faire en sorte que par ces canaux, le maximum d'électeurs potentiels soit atteint et que le message puisse leur être porté. La seule chose qui va manquer, ce sera peut-être la chaleur humaine, la présence face à face, qui justement reste une opportunité pour ouvrir le marché, entre griffes. Donc pour une fois, nous aurons à fermer le marché ou à réduire considérablement son fonctionnement, et ce sera une expérience de plus pour notre pays où nous avons pris l'habitude justement d'animer ce marché-là. Mais il faut dire que, disons les choses de façon directe, cette corruption électorale qui avait ses beaux jours par le passé ne favorisait pas l'émergence d'élus qui se mettent véritablement dans les fonctions qui sont les siennes. Ça favorisait plutôt l'émergence d'élus qui ont de l'argent, qui peuvent en distribuer facilement, et au final, le résultat n'est pas souvent atteint. Voilà, l'avis donc de Clotaire Oloïdé, qui est candidat bloc républicain aux élections communales. Un dernier élément, le temps de boucler ce 13h. Elles ne sont pas nombreuses sur les listes de candidatures des partis politiques pour le scrutin prochain, peut-être une petite poignée. Mais qu'à cela ne tienne, elles veulent bien tenir leur rang dans une compétition qui s'annonce déjà rude. Physionomie des femmes candidates aux élections municipales et communales, portrait et ambition. Un document signé Zakiat Latundi. Françoise Béanzin, Rosalie Alagbé, Julie Pedro, Edmond Fonton, des femmes au parcours différents. Elles ont en commun une passion, la politique. Nous sommes donc avec des femmes politiques soucieuses de mettre leur savoir-faire au service de leur communauté. La femme leader se remarque d'abord dans son parti, surtout par son dévouement et son militantisme, et surtout ses actions sur le terrain. C'était un souci majeur pour moi que la femme ait sa place dans la société
que la femme contribue au développement de son pays. La femme leader est une femme battante qui draine beaucoup de monde. Et parce qu'elle draine du monde derrière elle, les partis politiques auxquels elles appartiennent les ont positionnées comme candidates aux prochaines élections communales et municipales. Elles ont le mérite d'être en lice et c'est tout un challenge. C'est la détermination et le travail sur le terrain qui m'a valu ce positionnement. Sur 5 titulaires, je suis 3e. Alors si on fait un maximum de travail, je pense que je pourrais être élue et faire partie du conseil communal prochain d'Abomey-Calavi. La question du positionnement se décide au sein des partis politiques au plus haut niveau. Quel que soit le sexe du militant, il y a des conditions à remplir pour se retrouver en lice, voire en bonne place. Et en la matière, chaque parti a ses dispositions internes. Notre problème n'est pas en fait une guerre. Nous positionnons coûte que coûte la jeunesse à tel endroit, les femmes à tel autre. Non, c'est une vision globale pour l'Union progressiste de construire un pays. Que la qualité soit jeune, nous l'utiliserons. Qu'elle soit au féminin, nous allons l'utiliser. Qu'elle soit au niveau des personnes d'un certain âge, nous allons l'utiliser. Suivant nos dispositions statutaires, nous essayons de faire en sorte que nous respections ce que nous avons écrit dans nos statuts, à savoir 30% de parts réservées aux femmes, 30% de parts réservées aux jeunes. Pour ces femmes que nous avons rencontrées, l'heure est maintenant à la mobilisation des électeurs à la base. Il faut redoubler d'ardeur au travail pour un résultat satisfaisant à la fin du processus. Je suis déjà dans le social et c'est ça mon rôle. Et je dois continuer dans ce sens-là, pour œuvrer dans ce sens-là. Et j'invite toutes les autres femmes candidates, leaders, d'œuvrer dans ce sens-là, parce que c'est ça qui fait bondir beaucoup et sur le terrain. Il y a beaucoup de chances pour les femmes bien positionnées, surtout les femmes qui sont à la tête des listes, là, vraiment. Il y a une chance, ils sont partis. Mais il faut tout faire. Il ne faut pas dire que je suis à la tête de liste et aller s'asseoir. Il faut tout faire pour remporter beaucoup de conseillers. Nous devons encore plus travailler. Nous avons déjà la confiance des électeurs. Et il nous suffirait juste de rester avec eux, encore soudés ces derniers temps. Comme à chaque échéance électorale, les femmes cette fois-ci encore ne sont pas du reste. Elles sont aussi en lice et n'entendent pas se faire conter l'histoire, mais faire partie de l'histoire, mieux en être des auteurs. Sinon des actrices. Merci beaucoup à Zakiat Latondi et à Eder Hunkpevi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13h. On y aura évoqué 2 grands sujets. Le premier lié justement à la pandémie du coronavirus avec cette descente dans les détours et dédales proposée par Asiongo Kanye Asiongo avec ces populations qui essaient de contourner le cordon sanitaire érigé par le gouvernement pour contrôler un peu la propagation de la pandémie. On a évoqué aussi ces aides qui affluent au chevet du Bénin avec la GIZ pour du matériel et surtout les actions de la Fondation Malek Rossou sur le terrain pour aider à la sensibilisation. Et puis le second dossier est resté essentiellement politique. On a parlé donc du spécimen du bulletin unique de vote pour le 17 mai prochain. Et surtout cette belle réalisation de Zakiat Latondi et d'Eder Hunkpevi qui rassemble quelques portraits de femmes sur la liste des candidats aux élections communales et municipales prochaines. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du 13h. Ce fut un grand plaisir de vous l'avoir présenté. À partir de 16h, vous aurez le rendez-vous du bulletin de l'information et à 19h30, la grande édition d'information sur Canal 3 Bénin. Moi, je vais vous retrouver demain à 13h pour le même exercice, la présentation des informations d'ici et d'ailleurs. Bon appétit.